Donc, je m'adresse à ceux qui viennent pour la première fois, mais qui connaissent l'anthroposophie ou non. Alors rien. Rien de rien. Il faut bien un jour commencer. Voilà. Et vous connaissez l'anthroposophie? On commence par le grand bain, c'est dur. Pardon? Oui? Ah, vous connaissez? Un peu. Et vous? Quand même. Mais Bon. Michel, direct dans le grand bain, c'est derrière une chaise. Voilà. Tiens, c'est lui. Une chaise libre. Là, il y a une chaise vide là-bas. Bon, il y en a partout, alors c'est bien. Alors, donc, oui, alors pour ceux qui commencent, c'est toujours un peu la difficulté, parce qu'en anthroposophie, il n'y a pas spécialement une entrée et il n'y a pas spécialement une sortie. On baigne dans le bain en permanence et petit à petit on acquiert des connaissances et on affine nos connaissances. Au début, c'est quand on est au début de l'anthroposophie, on a les grandes lignes, il y a des mots qu'on ne comprend pas et puis petit à petit on accroche d'autres notions, n'est-ce pas, et ça fait un ensemble. Voilà. Il n'y a pas franchement. Alors, oui, tu peux en prendre. Voilà. Et alors évidemment, il y a des livres de base en anthroposophie, mais moi je ne vous les conseille pas, parce que c'est des livres compliqués, enfin très, très serrés, très denses, et si on dit aux gens qui ne connaissent rien, il faut lire tel ou tel livre, on donne une série de 3-4 bouquins super denses, on est sûr de ne pas les revoir, hein. Ça c'est clair, hein. Enfin c'est mon point de vue. À l'inverse d'autres points de vue, je trouve qu'il vaut mieux se jeter dans le bain comme ça et puis apprendre à nager au fur et à mesure de, vous savez, des circonstances. Voilà. Donc au départ, fatalement, je m'adresse toujours aux nouveaux là. Eh bien, il y a des mots qui correspondront à rien. Je vais essayer quand même de donner quelques définitions au fur et à mesure. Mais les choses se font d'elles-mêmes. Voilà. Je ne sais dans quelles circonstances on a demandé ça à Steiner une fois. Et alors il dit, les planètes dans le ciel, les étoiles dans le ciel, pourquoi elles ne tombent pas? Parce qu'elles se supportent les unes les autres. Vous voyez, elles se sustendent les unes les autres. Donc un peu l'anthroposophie, c'est ça, les notions anthroposophiques, elles se portent les unes les autres, elles s'expliquent, vous comprenez. Au début on se demande où est-ce qu'on est, et puis petit à petit les choses se font. Excusez-moi, j'ai tout d'un coup, j'ai pris... Ah, c'est va mieux. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, la première question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, eh bien, c'est quel est le but de notre existence? Tout le monde est à peu près au courant que enfin tout au moins dans cette salle, que l'on a des réincarnations, c'est-à-dire qu'on revit un certain nombre de fois. Tout l'Orient, l'Inde, etc., ça fait beaucoup de monde, est convaincu qu'il y a des réincarnations. Mais la question est, d'accord, c'est très gentil, on revient, mais finalement, à quoi ça sert? En quoi est-ce utile de revivre un grand nombre de fois? Alors ça va être en partie une réponse à cette question-là aujourd'hui. Et puis on verra aussi le grand moment que nous vivons, parce qu'on vit un grand moment, même un très grand moment, mais malheureusement, ce qui est dramatique dans ce grand moment, c'est qu'il passe justement totalement inaperçu. Voilà, vous verrez en quoi c'est tragique.
il passe entièrement dans l'inconscient de l'humanité. Donc, à quoi sert de revenir comme ça, vie après vie? Bon, si c'est toujours, ça c'est l'Orient qui en gros s'imagine que les vies sont les mêmes, successives, et elles se ressemblent, enfin pas dans les détails, mais en gros, alors ça fait comme un film sans fin. Vous savez, dans mon temps, quand j'étais gamin, il y avait ce qu'on appelait le cinéma permanent. C'est-à-dire que les séances se suivaient comme ça les unes après les autres. Quand ça arrivait à la fin, on recommençait depuis le début. Et alors les spectateurs indisciplinés comme moi et beaucoup d'autres, on arrivait n'importe où dans le film, et puis on attendait que le milieu arrive à passer la fin, que le début arrive de nouveau. Bon voilà, comme ça, voilà. Un film permanent. Alors, si les vies successives, c'est un film permanent, on meurt et on renaît, et on recommence à peu près les mêmes erreurs, etc., ça n'a pas de sens. On va autant s'arrêter tout de suite. Bon. Parce qu'en fait, dans l'ensemble, il faut quand même avouer que les gens ne sont pas très heureux. C'est la poursuite du bonheur, c'est utopique. Hein. Dans l'ensemble, les gens sont plutôt malheureux plutôt que heureux. Il y a évidemment quelques exceptions, mais il y a des événements plutôt douloureux et tragiques qui nous arrivent tous, et alors on pourrait s'en dispenser en fait. Bon. Or, c'est précisément ce qui est utile. C'est la chose la plus utile qui soit. C'est les événements tragiques. Parce que s'il n'y avait pas ces événements tragiques, on n'avancerait pas. On n'avance que par la souffrance et la douleur. Et dans quel sens on avance? Quel est le but final? Le but final, c'est d'arriver à avoir la conscience du moi, de comprendre ce qu'est le moi, d'en prendre conscience et qu'il arrive à éclore, si j'ose dire. Actuellement, on devrait arriver à justement, socialement parlant, on reviendra sur ce point, mais que ce moi devienne un petit peu plus mûr et qu'il prenne part un peu à l'évolution. Or, la société fait tout justement pour qu'il s'endorme définitivement et qu'on en parle le moins possible. Donc, comment ça se passait dans un lointain, très lointain passé? Donc dans un très très lointain passé, il ne faut pas croire que l'homme était toujours le même. Ça, c'est une erreur fondamentale de croire que l'homme était toujours le même. C'est les matérialistes, les sciences matérialistes qui s'imaginent ça, et ils voient des ossements qui ont 2 ou 3 millions d'années, qu'il faut encore savoir comment c'est daté, mais admettons, et on dit, les gens étaient comme ça. L'homme véritable, les ossements qu'on trouve n'appartiennent pas à la lignée humaine. Les ossements, il est certain qu'on peut faire une espèce de chaîne comme ça, biologique, qui amène au squelette humain d'aujourd'hui. Je n'en disconviens pas, mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel de l'homme était, il y a au début, n'est-ce pas, l'homme était pratiquement spirituel. Il était très très peu incorporé. Donc il ne pouvait pas laisser des ossements comme ça. Et donc l'homme était l'humanité, je devrais dire l'humanité, parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas parler encore des gens distinctement en tant que tel et tel. Eh bien, elle était dans la communauté des dieux. Elle vivait dans le monde spirituel. Il commerçait avec les divinités comme aujourd'hui je commerce avec vous. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de me retrouver parmi une communauté
donc humaine, des personnes, eh bien, à ce moment-là, nous, parce que c'était nous, on était dans le monde spirituel et on entretenait un commerce avec les hiérarchies. Et puis, petit à petit, donc, les temps sont passés et on commençait doucement à atterrir. Et au fur et à mesure que les hiérarchies s'effaçaient, apparaissait le monde physique. Quand on n'a plus pu commercer avec donc les archées, dans la troisième hiérarchie, c'est le poste le plus haut, dans la troisième hiérarchie. Et quand on a pu commercer avec les archées, eh bien, on a commencé à voir les animaux qui étaient jusqu'alors invisibles pour le regard humain. Le regard humain n'était pas matériel comme aujourd'hui. Justement, on était dans des nuages, si vous voulez. Donc le monde animal a commencé à sortir un peu de ce brouillard. Quand on a perdu l'occasion de commercer avec les archanges, eh bien les végétaux ont commencé à sortir de ce brouillard. Et quand on a perdu le commerce des anges, eh bien c'est les minéraux qui ont commencé à sortir dans le brouillard. Vous voyez, on avait un atterrissage comme ça dans le monde physique. Donc, en sortant du monde spirituel pur, eh bien, notre regard a commencé à s'organiser autour du monde physique. Alors, ça a mis pas mal de temps. Alors là, sur votre petit papier là, que je vous ai donné, à la première page, là. Alors, donc, les religions indiennes donc, disent l'âge d'or, n'est-ce pas, Krita Yuga. Voilà. Il a duré 20 000 ans, à peu près. Et puis, donc, quand on a commencé à atterrir un petit peu, à sortir du monde, de ce monde des dieux, eh bien, on a commencé à atterrir doucement, et est apparu ce que c'est les Indiens qui disent ça. Donc, on a commencé à parler de l'âge d'argent. Voilà. Treta Yuga. Puis, on atterrissait davantage encore, et on avait donc l'âge d'airain, ou de bronze, Vapara Yuga, donc qui a duré 10 000 ans. Et puis, est arrivé un moment donné où il fallait vraiment être dans le monde physique. C'est uniquement dans le monde physique que l'on a pu percevoir notre propre moi. Vous comprenez? Tout ça, ça avait pour finalité que l'on se cristallise autour de notre moi, ou que l'on perçoive notre moi. C'est pas qu'il n'y en avait pas avant, mais il était tellement évanescent qu'on n'en avait pas conscience. Donc, en atterrissant sur la planète Terre, dans le monde matériel, eh bien, on a commencé à voir l'âge de fer. L'âge de fer ou Kali Yuga. Et l'examen de passage s'est assez mal passé pour les 80 et quelques pourcents, 10, 15, je ne sais pas, enfin l'écrasante majorité de l'humanité, en tout cas, du moment. L'examen de passage s'est mal passé. Il fallait que l'homme perde conscience du monde spirituel, du monde divin, qu'il ne se sente plus au milieu des divinités et qu'il se sente un citoyen de la terre, qu'il se sente enfermé dans son propre moi. Et ce moment-là, il y a eu les gens qui n'arrivaient pas à suivre, qui n'étaient pas au point. Il y a eu comme un moment où ils se noyaient, un étouffement. Voilà. Ils se sont sentis étouffés, asphyxiés, comme se noyant. Hein, quand on se noie dans l'eau, pas d'air, etc. Et donc il y a eu ce sentiment de se noyer, et ce sentiment s'est confondu avec le déluge
de la fin de l'Atlantide. Donc il y a eu les deux histoires se sont un petit peu télescopées dans la mémoire collective. Donc au moment du Treta Yuga, donc ou avant ou à plus ou moins à ce moment-là, donc l'Atlantide disparaissait dans les eaux. Il y a eu donc le déluge que l'on décrit dans la Bible. Hein, vous vous souvenez, Noé et son petit sous-marin, là, voilà, pendant qu'il jouait avec son sous-marin, donc le reste de la planète a été noyé. Voilà. Donc déjà, il y a eu un... Bonjour. Tiens, mets-toi sous l'arbre, voilà. Voilà. Ça ne changera, ça ne changera pas. Voilà. Voilà. T'as loin un fauteuil. Ça ne changera pas. Si, parce que je suis jamais assise dessus. Donc je disais que pendant le déluge, alors le déluge que décrit la Bible, hein, avec Noé et son bateau, eh bien ça c'est la fin de l'Atlantide. L'Atlantide a sombré dans les eaux, et toute la civilisation atlantéenne avec, sauf un rameau, si j'ose dire, voilà, justement Noé et ses descendants. Et puis, mais après, donc, l'humanité a commencé à atterrir, les descendants de Noé et d'autres ont commencé à atterrir sur la terre en perdant petit à petit conscience du monde spirituel, en descendant doucement, et il est arrivé à un moment donné, vers l'an moins 3000, qu'il a fallu complètement couper les racines avec le monde spirituel. Il a fallu ne plus rien voir de l'autre côté de la matière. Bon. Donc ça, c'était un examen de passage, et ceux qui n'y sont pas arrivés, eh bien, ils ont eu l'impression d'étouffer, de mourir comme ça, asphyxiés. Donc ça s'est télescopé avec le ou les déluges. Il y a plusieurs déluges qui sont racontés. Les Grecs en racontent un, n'est-ce pas? Les Grecs racontent un déluge, et bon, il y a une autre histoire du déluge. Comment il s'appelle? Un des descendants de Noé qui s'appelle Udanapishtim, voilà, qui est dans les légendes assyriennes. Donc plusieurs civilisations racontent un peu cette histoire de déluge, et les deux déluges se sont télescopés, je veux dire, dans la mémoire. Donc nous voilà bien installés sur la Terre, nous voilà bien installés dans notre petit moi quotidien, et bien égoïstes. Et c'est ce qu'on nous demande au début, c'est d'en prendre conscience. Voilà. C'est d'en prendre conscience, de se sentir une individualité, coupée du monde. Voilà. Pas se sentir nageant dans un océan de bonheur, mais au contraire, bien contracté, bien, voilà, dans notre moi, et se sentir indépendant du reste du monde. C'est ça, hein? On a une peau, et on a une peau spirituelle aussi. On a une peau spirituelle qui nous entoure. Bon. Et il faut être à l'intérieur de la peau. Alors, on a quelque chose de particulier, c'est qu'on a un dedans et un dehors. La plante n'a pas de dedans et de dehors. Hein, même anatomiquement, il y a des feuilles et tout. Bon, alors, si on parle, bon, évidemment, il y a un dedans de la feuille et un dehors de la feuille, mais c'est vraiment dire ça comme ça. Mais en gros, une plante n'a pas de dedans et de dehors. Voilà. Tandis que les animaux, oui. Et nous aussi. Et donc, le moi est régent de ce dedans. Voilà. Bon, alors il avait 3100 ans, il avait, pas 3000, il avait
il avait 5000 ans pour évoluer comme ça. Donc, grosso modo, le Kali Yuga a commencé en 3101, enfin, première année de 3100. Bon, bien sûr, c'est des dates que l'on fixe comme ça. Il faut bien fixer une date. Alors, comme la Révolution française, c'est le 14 juillet, mais en fait, le 14 juillet, c'est rien passé du tout, pas grand-chose. Mais il faut bien fixer une idée. Hein. Les historiens du moment n'ont rien remarqué, d'ailleurs. C'est toujours comme ça. Hein. Ça a été écrit après. Donc, en 3101, on considère que le Kali moins 3101, le Kali Yuga a commencé et il a duré 5000 ans, et donc logiquement il s'est terminé en 1899. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Kali Yuga se termine en 1000. Bon, enfin, prenons au XXe siècle. Bien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, eh bien, malheureusement, l'humanité n'a rien ressenti du tout. Et c'est ça le grand drame auquel on va arriver.